J'ai la permission de continuer. Merci beaucoup. Magnifique. Puis, croiser savoirs environnementaux et médicaux, favoriser la santé durable. Bien, c'est ça. On va parler un petit peu de santé durable ce midi. Qu'est-ce que c'est? Vous en entendez peut-être parler, puis les gens en entendent parler, mais le terme est un petit peu galvaudé. Vous allez voir, c'est pas compliqué. La chose aussi, le message que je veux vous livrer, c'est que moi, je suis une vieille bébite académique. C'est vous autres qui allez sauver le Québec. C'est vous autres qui avez le potentiel de sauver le Québec. De par l'expertise que vous avez, vous allez faire œuvre utile. Je vais élaborer un peu là-dessus ce midi. C'est sûr que je vais vous amener dans mon univers. Puis, mais avant de commencer, comme je suis un prof d'université, j'ai un hommage à rendre à vos collègues. Je vous présente ma toute première étudiante au doctorat. Marie-Christine Pouliot, qui est médecin, qui pratique la médecine à Lévis, qui a accouché des milliers de femmes dans sa carrière de plus de 30 ans. Mais Marie-Christine, quand elle était dans mon laboratoire, moi, je me suis toujours intéressé, vous allez en entendre parler beaucoup ce midi, au fonctionnement du tissu adipeux, la graisse corporelle, son métabolisme. Puis, lorsqu'elle faisait son doctorat avec moi, on faisait une petite anesthésie locale, puis on allait chercher des petits morceaux de graisse sous la peau. On faisait une petite anesthésie, on allait chercher un morceau, puis on étudiait ça en laboratoire. Puis en 1991, imaginez, puis là, c'est pas fait pour, le titre n'est pas fait pour être lu, mais Marie-Christine avait montré que la graisse de la cuisse, quand le métabolisme est tourné vers le stockage chez les femmes, entre autres, donc les femmes qui ont des cuisses un peu avec un tissu adipeux abondant, bien, il y avait un profil plus santé que des femmes qui avaient des petites cuisses et des petites fesses. 1991. Je peux vous dire, quand vous publiez ça dans la littérature, je le sais, ça rit, j'ai toujours ce type de réaction-là dans la salle quand je raconte cette histoire-là. Mais je peux vous dire que 35 ans plus tard, maintenant, vous allez le voir tout à l'heure, la planète confirme que Marie-Christine, dans ses travaux de doctorat, elle avait parfaitement raison, que cette graisse-là est bonne pour la santé. J'ai revu, vous voyez, c'est le campus de l'Université Laval lors de la grande marche du Grand Défi Pierre-Lavoie au mois d'octobre. Je ne l'avais pas vu depuis 20-25 ans. J'ai dit, Marie, tu vois, tu avais raison, tu avais raison, il y a de la bonne graisse, ça existe. Par ailleurs, ben justement, je veux vous rendre hommage, vous autres, les étudiants, parce que comme vieux prof, à l'époque, j'étais jeune, évidemment, en 86, 87, là, quand je suis arrivé, mais j'ai croisé des étudiants comme vous autres, ce que j'appelle, moi, des diamants bruts, des cerveaux exceptionnels, mais pas juste des cerveaux exceptionnels, des grands cœurs, des cœurs gros comme ça. Je veux juste vous en montrer quelques-uns ici. Marie-Claude Vaule, qui est prof ici en nutrition. André Tchernoff, qui dirige l'axe, il est un des directeurs adjoints du centre de recherche de l'IUCPQ. Charles Couillard, qui est directeur de l'école de nutrition. Simone Lemieux, qui est professeur en nutrition. Benoît Lamarche, qui dirige le plus grand centre de recherche en nutrition au Canada. Imaginez pas loin ici, le centre Nutris. Puis, si vous connaissez les yeux de sa fille, là, ça, c'est Béatrice Lamarche, que vous avez vu aux Olympiques sur patinage vitesse de longue piste qui nous a fait vibrer pendant les Olympiques. Benoît Arsenault, que vous voyez ici à votre gauche, à l'époque où il y avait des cheveux. Moteur de recherche, vous le voyez beaucoup dans les médias sociaux pour déstigmatiser un paquet de notions autour de l'obésité. Merci Benoît, parce que moi, je me fais vieux. Tu vas emmener ce domaine-là à un autre niveau. Les jeunes qui sont maintenant avec moi, là, comme vous, la relève, vous allez amener cette discipline-là à un autre niveau. Puis ça, ben, ils ont l'air toutes jeunes, là, mais ces deux femmes-là, deux PhD-là, ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble. Si ces deux personnes-là, Dr Nathalie Almeras et Isabelle Lemieux, n'avaient pas mené de main de maître mon laboratoire, le vieux prof qui vous parle ce midi, il n'y aurait absolument rien à vous raconter. Alors, merci, éminente collègue, pour le travail formidable que vous avez fait. Alors, qui je suis? Moi, ben, je viens du milieu universitaire médical spécialisé. J'ai une formation de physiologiste de l'exercice, mais très, très rapidement, moi, je suis allé faire mon doc au département de médecine à l'Université de Toronto. Puis là, j'ai réalisé, oh boy, là, je suis dans un univers médical avec des chirurgiens cardiaques, des cardiologues. La prévention, le mode de vie, ils n'en ont rien à cirer, là. On traite, on soigne. Puis pourtant, c'était des gens extrêmement compétents. Mais ça m'a profondément affecté, puis je me suis dit, ben, mon laboratoire, je vais l'établir dans des milieux médicaux. Fait que quand je suis revenu, j'ai été 13 ans
ce qu'on appelait le CHUL dans le temps, qui est le CHUC maintenant. En 1999, je m'en allais aux États-Unis. L'hôpital Laval, dans le temps, m'a dit ben, on aimerait ça d'avoir quelqu'un pour prendre la direction de la recherche en cardiologie. Ben, j'ai dit je ne suis pas cardiologue, moi, là. Non, mais vous travaillez dans la prévention, ça nous intéresse. Alors, j'ai accepté ce poste-là j'ai occupé ce poste-là de 99 à 2019. Plus belles années de ma carrière académique. Puis je veux souligner là, des collègues là, exceptionnels. Dr Denis Richard qui a dirigé puis a développé ce centre-là qui est décédé il y a 2 ans. Je sais que Denis, tu es en haut puis tu nous écoutes ce midi puis tu me dis « JP, lâche pas ». Puis là, vous voyez des collègues. Puis j'ai mon sarrau blanc là, pour faire savant parce que quand on prenait les photos pour les journalistes, ils disaient « Mettez donc un sarrau, Dr Després, ça fait plus savant ». Si vous sentez un petit peu d'ironie dans mon propos, bien qu'il soit bien senti. Maintenant, pourquoi j'en suis arrivé là? Parce que, vous savez, on ne sait pas comment on fait des collisions, des chocs de molécules qui nous amènent quelque part. Moi, je viens de Montmagny, j'étais un petit gars de l'école publique, puis j'ai fait mon cégep au cégep Sainte-Foy, puis je faisais de l'athlétisme, j'étais un coureur de 400 mètres, j'étais moyen. Mais notre coach, c'était ce bébite-là, là, poilu, Richard Chouinard, 2h29 au marathon, puis là, j'ai fait « wow ». Comment quelqu'un, à l'époque, pour moi, je me disais, comment quelqu'un peut être physiologiquement compétent pour courir à haute vitesse pendant 42,2 km. Là, j'ai dit, Richard, je veux devenir un marathonien. Et il dit, c'est parce que tu n'as pas tout à fait l'entraînement pour être un marathonien. Bien, j'ai dit, je veux devenir un marathonien. D'accord. Alors, mon entraînement a été vraiment modifié et j'étais au cégep. Puis moi, je voulais, comme bien des jeunes, rentrer en médecine. Puis ben, je me disais, je faisais de l'anxiété, je dormais mal parce que j'étais stressé, je voulais des notes. Les notes ne suivaient pas. Et là, je me suis mis à m'entraîner. Mon corps a évidemment changé. Je suis devenu physiologiquement compétent pour courir 42,2 km. J'étais moyen, là. 2h31 au marathon. Moyen. Pas super bon, mais pas pire. Ceux qui font de la course à pied, je pense que je suis correct, je suis raisonnable. Mais le point que je veux faire, c'est pas ça. C'est que non seulement physiologiquement, mon corps s'est transformé, puis là, je me suis dit, comment ça marche? Première chose. Mais psychologiquement, j'ai changé. Je peux vous dire que dans ce temps-là, on faisait beaucoup de volume. On courait 140 km par semaine. C'était facile d'étudier après parce que les jambes n'avaient pas le goût de bouger fort. Fait que j'ai réalisé, wow, ma capacité à me concentrer. Parce que, évidemment, là, mes notes se sont améliorées. Puis oui, j'ai eu une offre pour entrer en médecine que j'ai refusée parce que je me suis dit, non, là, il se passe quelque chose dans ce corps-là, puis je veux comprendre comment ça marche. Puis si jamais je veux rentrer en médecine un jour, bien, je rentrerai bien. Alors, à l'époque, le programme de kinésiologie n'existait pas. Ça s'appelait Sciences de l'activité physique. Alors, j'arrive, moi, le petit jeune, en 1977, au PEPS, premier cours. Et là, je fais une autre rencontre marquante. Je rencontre, puis là, évidemment, je ne prenais pas une petite bière la première fois que j'ai rencontré le professeur Claude Bouchard, là, mais je me rappellerai toujours dans la salle, comme ici. Bon, moi, j'arrive du Texas, je vais étudier la condition physique puis la santé de famille de la grande région de Québec. J'ai besoin d'assistants de recherche. Je bâtis mon équipe, là. Là, ben, on ne sait rien, nous autres. On n'a pas été... Non, c'est pas grave, venez, mon équipe va vous former. Alors, je lève la main, puis je vais envoyer le professeur Bouchard. Et puis là, ben, on avait un camion RAM qui avait servi, avec une cabine, qui avait servi à évaluer les athlètes lors des Olympiques de Montréal en 1976. Le département l'avait récupéré. Puis on partait le matin là, avec infirmières, personnel, puis on allait dans les familles, en banlieue, partout, pour mesurer les papas, les mamans, puis les enfants de 10 ans et plus. On leur faisait faire un petit test sur vélo. L'infirmière faisait un prélèvement sanguin. Bref, on étudiait le profil de santé. Et là, il n'y avait pas d'Internet à l'époque, n'est-ce pas? Ça a traduit mon âge. Et là, les parents me posaient plein de questions. Puis moi, jeune blanc-bec, je ne savais pas grand-chose, mais je disais, je vais aller à la bibliothèque. Parce que là, il faut aller à la bibliothèque. Vous êtes chanceux, vous autres, vous avez ça au bout des doigts. Aller à la bibliothèque. Je venais passer des samedis matins à la bibliothèque scientifique ici, faire des photocopies d'articles, puis lire. Puis là, je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire le restant de mes jours. Fait que merci, professeur Bouchard, de m'avoir exposé finalement à... J'avais le petit gars naïf qui vient d'un milieu rural de penser qu'à l'université, on pouvait produire du savoir en demandant aux gens de participer à des projets de recherche. Et moi, ce qui m'intéressait,
Parce qu'évidemment, vous savez, de passer de sprinter à marathonien, mon corps, il a changé. Puis, évidemment, pour être compétent à courir 42,2 km, le métabolisme des lipides, la capacité qu'ont votre muscle squelettique à utiliser du gras comme essence. Alors, je m'intéressais beaucoup au métabolisme du tissu adipeux, au métabolisme des lipides. Et donc, dans les familles, ce qui était déjà mis de l'avant par un physiologiste américain bien connu, le docteur Ansel Keys, c'était ce qu'on appelle le fameux poids santé, l'indice de masse corporelle. Alors, on vous pèse votre poids en kilos, qu'on divise par votre taille en mètres, qu'on élève au carré, puis les grandes études populationnelles faites chez des millions d'individus ont montré, en anglais, on parle du Body Mass Index. Alors, plus il est élevé, mais plus votre risque d'avoir des maladies et d'en mourir augmente. Alors ça, c'était correct pour décrire des populations. Puis il y a des catégories, comme entre à peu près 20 et 25, on considère que c'est le soi-disant poids santé. Vous allez voir qu'il va passer un méchant quart d'heure le poids santé à midi. Après ça, entre 25 et 30, on appelle ça surpoids, même chose. Le surpoids va passer un méchant quart d'heure. Et en haut de 30, bien là, t'es obèse. Wow! Alors, moi, justement, dans l'étude des familles, les papas puis les mamans, ça m'a consterné qu'il y avait des fois qui rencontraient le critère d'obésité. Il y en a là-dedans, on mesurait la tension artérielle normale, profil du transport du cholestérol normal, ne faisait pas de diabète. Bon, voyons. Alors qu'il y en avait d'autres qui avaient le soi-disant poids santé. Oups, tension artérielle augmentée, transport du cholestérol altéré. Bien, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et là, un spécialiste de médecine interne de l'Université d'Osaka, qui est devenu depuis mon ami, professeur Yuji Matsuzawa, publie des images comme ça. Il utilise la tomographie axiale, OK? Alors, il scanne des abdomens, puis il est le premier au monde à montrer qu'avec cette technique-là, qui était utilisée à d'autres fins que de mesurer la graisse corporelle, chez quelques patients de convenance qu'il y avait dans sa clinique, quand il scanne les abdomens, il dit la façon, les différences interindividuelles spectaculaires dans la façon dont on accumule la graisse abdominale. Alors ici, vous avez un bedon dur. Alors la cavité abdominale est pleine de cette graisse qu'il a appelée graisse viscérale. Alors qu'ici, bien, vous avez un bedon mou. Là, la graisse est sous-cutanée. OK? On peut la pincer avec nos doigts. Mais regardez la différence spectaculaire. Pourtant, les deux avaient un diagnostic d'obésité très, très important. Cette personne-là qui avait un diagnostic d'obésité très, très important avait un profil de santé tout à fait normal, alors que la personne à gauche était cardiaque, avait fait un infarctus, avait une maladie coronarienne, avait un diabète de type 2. Il a été le premier au monde à dire l'obésité, ce n'est pas ce que vous pensez. Alors moi, j'étais en train de faire mes études doctorales ici, j'ai dit « wow ». Là, peut-être que j'ai la clé. Je viens peut-être de comprendre pourquoi, dans mes études avec les familles, il y avait tant de différences puis que le poids, finalement, n'était pas si discriminant que ça. Alors, quand je suis arrivé en 86, je vous l'ai dit, les 13 premières années de ma carrière, jeune prof à Laval, jeunes chercheurs, on recrute des hommes et des femmes, des volontaires sains, puis ils se font scanner l'abdomen, on mesure la graisse cutanée, viscérale, puis on mesure leur profil de santé. Et là, très, très rapidement, j'ai été chanceux parce que c'était la première étude systématique dans le monde où on montrait que chez puis là, je vous montre un exemple ici, deux individus qui sont parfaitement appareillés pour leur poids santé, leur quantité de graisse corporelle totale. Vous n'avez pas besoin d'être des experts de l'imagerie pour conclure comme moi que cette personne-là a plus de graisse dans sa cavité abdominale que cette personne-là, mais pourtant, sur le pèse-personne, puis au niveau de la quantité de graisse corporelle, c'est exactement la même chose. Et donc, j'ai publié à la fin des années 80 quelques articles, là, des données systématiques qui montrent que l'obésité, ce n'est pas ce qu'on pense. Et là, j'ai eu la chance très, très jeune dans ma carrière, écoutez, j'étais encore pratiquement la couche aux fesses, là. Le diabétologue académique le plus influent aux États-Unis, qui a formé à peu près les endocrinologues, les diabétologues les plus compétents, directeur du département de médecine à l'Université de Washington à Seattle, le plus gros département de médecine financé par le NIH aux États-Unis, 500 profs, chercheurs financés par le NIH. Aucun poste permanent. 500 profs financés par le NIH. Alors, il m'invite et je présente mes résultats là-bas. Et il dit, ben, jeune homme, je suis éditeur en chef d'un journal, ça n'a pas d'importance, c'est pas votre domaine, là. Alors, il m'a demandé de faire publier la première synthèse de mes travaux à l'époque. Bien, ce papier-là, évidemment, m'a mis sur la carte au niveau international très, très rapidement. Je suis très, très reconnaissant au Dr. Bierman. Puis j'ai appris une grande leçon du Dr. Bierman. Pourquoi il dit, jeune homme, vous savez pourquoi ici on a autant de succès à notre département? Il dit, il n'y a aucun
aucune demande de subvention au NIH ici qui n'est pas présentée par des équipes qui ont un regard complet sur la pathologie qu'ils examinent, le problème de santé qu'ils examinent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est un PhD qui est en train de faire, qui est dans des voies de signalisation cellulaire, qui fait du travail fondamental, il est accompagné aussi de médecins qui comprennent parfaitement la maladie, qui ultimement souhaitent. Alors, ça, pour moi, ça a eu une profonde influence. Je me suis dit, il faut toujours jeter des regards croisés complets sur les questions qu'on examine. Et là, je vais aller vite, là, parce que ce n'est pas le but ce midi de vous faire une conférence mais là-dessus. Mais on est passé de la tomographie axiale à la résonance magnétique. Puis ça, c'est le directeur de notre centre d'imagerie à l'IECPQ. Et là, c'est des centaines de volontaires qui ont passé. Et la différence entre la tomographie axiale, où l'on scannait simplement les abdomens, c'est que là, avec la résonance magnétique, on peut vous découper en petites tranches des cheveux jusqu'aux orteils. Et ça nous a permis de montrer qu'encore une fois, indépendamment du poids, c'est pour ça que je dis aux gens, prenez vos pèses personnes, mettez-moi ça à la poubelle. Si vous faites, si vous accumulez de la graisse viscérale, c'est la recette du foie gras, c'est la recette du cœur gras enveloppé d'une graisse qu'on appelle épipéricardique, puis c'est la recette du muscle squelettique qui est tout persillé de gras. Là. Le steak que vous achetez de mauvaise qualité, qui est tout marbré, là, c'est dû chez l'humain, c'est associé à l'obésité viscérale. Et ça, si vous avez cette condition-là, parce qu'on a beaucoup dit aux vieux qui avaient, je fais partie des vieux, moi 68 ans, alors on va vous encabaner, c'est vous autres qui mourrez de la COVID. Les études internationales où on a mesuré ça, c'est eux autres qui mouraient de la COVID. Le feu prenait dans la cabane lorsqu'il y avait de l'obésité viscérale. Et en 2006, là, évidemment, les années passent. En 2006, je voulais prendre 2 semaines de vacances au mois de juillet. L'éditeur en chef de la revue Nature me contacte. Docteur Després, on aimerait que vous résumiez vos travaux. Vous avez 6 semaines pour faire ça. J'ai dit à ma blonde, mes vacances d'été viennent de se terminer. Mais tu ne dis pas non à l'éditeur en chef de Nature, c'est le papier le plus cité de mon laboratoire, a été cité 6000 fois. Bon, je reviens maintenant à Marie-Christine, parce que dans son doctorat aussi, c'était une chose de dire « Houston, we have a problem ». Puis là, j'espère qu'ils ne se feront pas dire ça dans les prochains jours. C'est une petite joke, ça. C'était une chose de dire que la graisse par en dedans, c'est dangereux, mais si le pèse-personne ne fonctionne pas, on fait quoi? Et là, on a été les premiers aussi à suggérer la mesure utilisée par les couturiers. On a fait rire de nous autres pratiquement à l'époque. Et donc, ça aussi, c'est un papier qui est très cité dans l'American Journal of Cardiology où on dit, au-delà du poids, on a besoin de mesurer le tour de taille. C'est beaucoup plus discriminant pour un indice de masse corporelle pour un poids santé donné en termes d'évaluation du risque. Et là, encore une fois, je vous l'ai dit, ça a été reçu. Puis en science, c'est correct d'être sceptique. Hein? C'est bon quand les trucs sont validés. Il ne faut pas se fier à une seule étude. Là, je vous amène à la clinique Mayo aux États-Unis, la fameuse clinique Mayo. 650 000 personnes. On s'entend que je pense la taille de l'échantillon, ça va? Hein? C'est pas pire. Suivi pendant 9 ans pour la survenue d'un événement grave, mourir. OK? Et ce que vous avez ici, là, c'est les catégories, les fameuses catégories d'IMC. Alors, on va prendre une normale, OK? Entre 22,5 et 25, là, on vous dit que vous avez le poids santé, vous allez vivre éternellement. Oups! Sauf que, qu'est-ce que vous avez ici? Les petits points qui vous montrent, que vous avez là, c'est l'augmentation, et mon pointeur commence à être fatigué, c'est l'augmentation du risque de mortalité en fonction d'incrément, d'augmentation de 5 cm du tour de taille. Alors, vous voyez que plus le tour de taille augmente à l'intérieur d'une catégorie de poids santé, plus le risque de mortalité augmente. Prenez n'importe quelle catégorie d'indice de masse corporelle, plus le tour de taille augmente, plus le risque de mortalité augmente. Ça, quand je présente ça à des médecins de famille, je leur dis, si vous ne mesurez pas le tour de taille, vous n'avez aucune espèce d'idée de ce que vous faites. Puis vous savez quoi? J'ai un médecin de famille, je l'ai été 5 ans sans en avoir un. J'en ai un, il est bien fin, il est bien compétent. Quand je vais pas le voir souvent, là, j'avais un enjeu de santé, il fallait que j'aille le voir. Je vais au GMF où il pratique. L'infirmière prend ma tension artérielle avant. On va vous peser, M. Després. D'accord. Mais encore, ça s'est arrêté là. C'est parce qu'il y a à peu près 10 % des Québécois qui se font mesurer leur tour de taille en pratique clinique. 10 %. Trouvaille
Made in Québec. Alors, les années passent. Je sais de faire ce qu'un chercheur doit faire, hein, parce qu'on nous demande, hein, chercher une carrière académique, va chercher des subventions de recherche, des organismes subventionnaires, publie. Puis, dans ce qu'on espère être des bons journaux, résultat, je disais à Alexis tantôt qu'après 40 ans de carrière, là, je rentre enfin dans une période de ma vie où c'est satisfaisant. Parce qu'il y a quelques années, c'est un des messages que je veux vous lire ce midi, je me suis dit, ça a servi à quoi ces publications scientifiques-là dans les grands journaux de médecine et de sciences? Jamais dans l'histoire du Québec, on a été aussi malade de ces maladies-là que j'ai étudiées toute ma vie. J'ai-tu servi à quelque chose? Je parle au Québec, parce qu'ailleurs, je sais que j'ai servi à quelque chose, mais pas au Québec. Pourquoi? Parce qu'au Québec, la santé, là, puis regardez le débat, puis je ne fais pas de politique partisane ce midi, je vais faire de la politique tout court. Pas de partisane, mais de la politique tout court. Regardez, quand on parle en ce moment là, de tout le monde a la recette pour régler nos enjeux de santé. Ben, je regrette, on parle de soins, on ne parle pas de santé. On parle de soins. Personne ne parle de santé en ce moment, tous les partis politiques confondus. Alors, c'est ça le modèle qu'on a en ce moment au Québec, c'est on est malade, on se fait soigner, puis regardez nos urgences. Sont pleines, c'est pas pour rien, là, parce qu'il n'y a pas d'autre place pour aller. Pourtant, vous savez, puis là, j'ai l'air d'un gars très négatif par rapport à notre système de soins. Non, 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 non. Attention. Regardez, ça, c'est la carte de l'Amérique du Nord de l'espérance de vie. Regardez l'endroit en Amérique du Nord où l'espérance de vie est la plus élevée, c'est au Québec. Pourquoi? Parce que si vous vivez, je donne toujours cet exemple-là, si vous vivez dans la basse ville, vous avez de la misère à joindre les deux bouts, vous n'êtes pas capable de payer votre loyer, mais vous avez une maladie coronarienne très avancée, vous avez besoin de pontage orthocoronarien, vous allez avoir accès au meilleur chirurgien cardiaque de l'IUCPQ. Si vous êtes aux États-Unis, vous êtes pauvre, vous n'aurez pas cette chance-là. Ce qui fait que l'espérance de vie aux États-Unis, le pays le plus riche au monde, est nettement, pas une petite différence, plusieurs années de différence avec nous au Québec. Alors, la question, c'est oui, il est perfectible, notre système de soins, mais on peut-tu le sauver? On peut-tu soulager la pression sur notre système de soins? Comment on pourrait faire ça? Bien, regardez, ça, c'est des statistiques qui nous viennent justement du ministère de la Santé. Ça, c'est l'espérance de vie sans incapacité au Québec. 58,7 années chez les femmes, 57,9 années chez les hommes. Et même pas 60 ans. Mais ces gens-là, qui vont développer des enjeux de santé importants, qui vont nécessiter des traitements, notre système de soins, on vient de le dire, va les garder vivants. Mais à quel prix? C'est un quart de siècle là, où on va y aller de procédures, de traitements médicaux parfois très, très coûteux. Puis on s'entend que c'est une bonne idée de garder tout ce beau monde-là en vie. Mais ça sera peut-être intéressant si on était capable de compresser cette morbidité-là, puis retarder le moment où ça arrive. C'est des milliards de dollars qu'on pourrait sauver. Puis, qu'est-ce qui remplit nos hôpitaux? Bien, ça, c'est l'Organisation mondiale de la santé. C'est des vieilles données, mais qui n'ont pas changé. Les maladies cardiovasculaires, les cancers, entre autres, il y en a plusieurs qui sont reliés à l'environnement, au mode de vie, les maladies pulmonaires chroniques, puis le fameux diabète de type 2. On a juste 1 million de personnes qui vivent avec le diabète de type 2 au Québec, associé à 4 comportements. On fume moins, mais on fume encore trop. On boit trop d'alcool. Puis là, je ne parle pas du petit cocktail que vous allez peut-être prendre en fin de journée, là, du petit cordial. Non, je parle même pas des alcooliques. Je parle des gens qui bombardent leur foie de quantité importante d'alcool de façon excessive. On a une alimentation hautement transformée, bourrée de 2 poudres blanches, lesquelles? Le sel et le sucre. Des quantités astronomiques de sucre ajouté qu'on bouffe. Puis c'est pas un reproche que je fais aux parents, là. Surtout pas. C'est un modèle socio-économique où on est bombardé de ça. Les tentations sont partout. Hein? C'est beaucoup plus facile d'avoir accès à cette alimentation-là hautement transformée. Puis, tragédie, je vais élaborer là-dessus tantôt, dans nos écoles publiques, ben nos enfants sont, je ne parle pas des enfants qui sont dans le sport-études, là. Nos enfants qui n'ont pas de motricité, ben on ne s'en occupe pas. Alors, on manque d'activité physique, on est sédentaire, puis on est là-dessus. Mais ça, là, c'est pas un reproche que je fais aux enfants ou aux adolescents, parce que nous autres aussi, on est là-dessus. Là. Nous autres aussi, on est là-dessus. Il ne faut pas se raconter des histoires. Et ça, ben, moi, j'ai payé de l'impôt dans ma vie, mais je regrette la belle jeunesse dans cette pièce-là. Là, vous allez en payer en bébite des impôts. Regardez l'évolution du budget consacré aux soins. Hein?
Le ministre Girard, en 2024, avait annoncé 61,9 milliards de dollars. Là, on est rendu, l'annonce du 18 mai, à 68,7 milliards. 7 milliards d'augmentation en 2 ans. 7 milliards d'augmentation en 2 ans. Puis là, en passant ce midi, les diapos que vous voyez, je les montre partout dans mes conférences grand public. C'est exactement les mêmes diapos, exactement le même message. Je ne veux pas vous insulter avec votre intelligence. Vous allez dire, Jean-Pierre a un discours un peu populiste. Il utilise des mots simples pour un prof d'université. Oui, c'est voulu. C'est voulu, je veux me faire comprendre. Puis quand je pose la question aux Québécois, partout au Québec, pensez-vous que cet argent-là est bien dépensé? C'est drôle, il n'y a personne qui me dit oui. Personne. Mais j'ai dit, réalisez-vous que tout cet argent-là va aux soins? Ça, non. Ça a fait l'objet d'un article dans la presse. Hein. La ministre Bélanger vient de faire une annonce là, qu'elle veut augmenter le financement au niveau de la première ligne des soins de proximité. Ça, c'est une volonté qui est très, très louable. Je l'ai mentionné dans les réseaux sociaux. On ne peut pas être contre la vertu. Mais regardez ce qui va pour déployer la stratégie nationale de prévention. 20 millions sur 68,7 milliards de dollars. Je pose juste la question, pensez-vous que c'est suffisant? Poser la question, c'est y répondre. Par ailleurs, là, j'enlève mon chapeau de prof d'université, je mets mon chapeau de fier papa de 4 enfants. C'est ce que j'ai fait de mieux dans ma vie. Regardez les conséquences de ça, du budget qui est en train de s'hypertrophier, qui va aux soins. Puis ça date même, vous voyez, de 2021. Ça fait que c'est encore pire maintenant. Puis regardez les conséquences que ça a sur le financement à l'éducation publique. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Je vais juste poser une question. Encore une fois, là, je répète, la question que je vous pose, c'est la même question que je pose aux citoyens et citoyennes à la grandeur du Québec. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Je peux vous dire que j'entends un rugissement fort dans les salles. C'est pas ça qu'on veut. Puis j'aime toujours raconter cette anecdote-là, ça va traduire mon âge. En 1972, la polyvalente à Montmagny, où je suis natif, venait d'ouvrir. On rentre dans la polyvalente, les kids, là, on regarde les gymnases. Quadruple gymnase. Wow! Des profs flambant neufs. Une polyvalente flambant neuve. C'était Noël. Comprenez-vous ce que je veux dire? Comprenez-vous? Le sky is the limit. Là. Tu te dis, wow, wow, wow. Allez visiter la polyvalente maintenant, mamie. Promenez-vous dans les polyvalentes publiques à grandeur du Québec. Vous allez voir la priorité qu'on accorde à l'éducation publique au Québec. Puis ça ne va pas s'améliorer. Par ailleurs, moi, je fais partie des vieux maintenant, à 68 ans. Là, à 65 ans, j'ai eu ma lettre du fédéral. Je ne vous dirai pas ce que j'ai fait avec, ma pension de vieillesse. J'ai mis le feu dans la lettre. Vieillir n'est pas une maladie. Hey, mon vieux papa d'amour de 94, bientôt 95 ans, quand je vais le voir au CHSLD, puis je suis tellement reconnaissant aux préposés là-bas. Je ne parle pas juste du personnel médical, aux préposés. Mon papa, il est là depuis 4 ans, puis il reçoit de l'amour. Il s'est fait des chums parmi les préposés. C'est de toute beauté. Puis, quand on mange ensemble, mon fils, j'ai mal ici, j'ai mal là. Ben oui, papa, t'es pas malade. T'es juste vieux. Puis je t'aime bien, je vais te faire un câlin. Okay? On traite le vieillissement comme une maladie au Québec. Alors, ce que je vous dis ce midi, ça, j'aimerais vous dire que c'est une caricature, mais ce n'est pas une caricature. Puis, ce n'est pas un blâme. Là. Je ne veux pas avoir l'air de quelqu'un, d'une espèce de prédicateur là, qui vient vous parler de son évangile. Là, Non, 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 c'est vraiment pas ça. J'espère que vous comprenez ce midi. Je viens juste raconter une histoire. On a été pris dans un tourbillon, OK? Moi, le premier, ça a donné ça. Bien, ça, c'est pas compatible avec la santé humaine. Puis, c'est pas compatible non plus avec la santé planétaire. C'est un petit peu ça, la santé durable. Là, je vous présente le Laurent Duvernay-Tardif de la cardiologie. Là, pourquoi tu l'appelles le Laurent Duvernay-Tardif de la cardiologie? C'est qu'il mesure 6 pieds 8. Fait que quand on est à côté de l'autre, j'ai l'air d'un petit pousset. Mais c'est un des cardiologues du domaine de la prévention les plus influents aux États-Unis. Il était président de la plus grosse organisation de cardiologie, la plus influente là, au monde, l'American Heart Association. Et lui, il y a 15 ans, dans un exercice de planification stratégique, écoutez bien, là, ça, c'est une organisation de cardiologues, de chirurgiens cardiaques. On est vraiment dans le monde de la cardiologie. On dit, dans notre exercice de planification stratégique, qu'est-ce qu'on devrait prioriser pour, vous voyez, on est en 2010 jusqu'à 2020. Bien, ces experts-là, ce comité d'experts-là, a dit on a combattu les maladies cardiovasculaires,
On a eu beaucoup de succès à combattre les maladies cardiovasculaires, mais maintenant, ce qu'on doit viser, c'est la santé cardiovasculaire. Oh, c'est plus la même affaire, là. On combat la maladie, on va continuer à le faire, mais là, ce qu'il faut, c'est viser la santé. Puis la santé, puis là, je n'aurai pas le temps de vous présenter toute cette science-là, on va faire très, très court. Ce que le Dr. Lovejoy et les collègues ont souligné, science à l'appui, c'est que les comportements sont des déterminants importants de votre santé cardiovasculaire, autant que votre biologie. Si vous avez la chance d'avoir un médecin ou quand vous allez voir votre médecin, il va se préoccuper de votre cholestérol, votre tension artérielle, de votre diabète, votre mode de vie, là, à part que de vous dire, parce qu'il y en a plusieurs jeunes qui sont convaincus que manger bien puis bouger plus, c'est important. Mais ils ne sont pas outillés pour le mesurer. Si quelque chose est important, c'est ce que l'American Heart Association dit, si quelque chose est important, ça doit être mesuré, ça doit être ciblé. Malheureusement, on ne le fait pas. Alors, comment fabriquer collectivement de la santé? Ça, c'est le commissariat à la santé au bien-être le dit, mais vous prendriez n'importe quel texte d'experts de santé publique dans le monde, tout le monde dit la même affaire. Regardez, ce qui va affecter votre trajectoire de vie en santé aux malades, bien, il y a 20 ce sont les services de santé. Puis moi, il m'est arrivé, j'avais fait une conférence à Rimouski en 2000, en hiver, tempête de neige, j'ai capoté, je me suis retrouvé dans un champ à Saint-Jean-Port-Joli, le crowd complètement ouvert. Ben oui, là, le système de soins m'a sauvé la vie, j'étais en hémorragie, je serais mort. Bon, mais le reste, maintenant, ça fait 26 ans de ça, là. Ce qui me garde en vie, ce n'est pas le système de soins. Il me garde en santé, c'est autre chose, comprenez? Donc, oui, les soins, quand on en a besoin, aigus, c'est important. Mais ce qui va déterminer votre trajectoire de vie en santé, 80 bien, c'est vos comportements, des facteurs socio-économiques. Si vous n'avez pas les moyens de vous les payer, les tomates ancestrales, bien, vous n'allez pas en acheter. Hein? Et votre environnement physique, qualité de l'air, d'eau, etc. Mais tout l'argent va aux soins. Alors, c'est pour ça qu'en 2019, face à ce constat, j'ai décidé de sauter la clôture. J'étais bien à l'IUCPQ. J'ai accepté le mandat de démarrer un nouveau centre de recherche dont le nom était un nom de technocrate, le Centre de recherche et soins et services de première ligne affilié au CIUS de la capitale nationale. Allez donc répéter ça vite quand vous parlez aux journalistes ou à la population. Alors là, avec les citoyens, on a mis des créatifs autour de la table, des citoyens, des citoyennes du monde comme vous autres. On a dit, comment on devrait s'appeler? Voici ce qu'on vise un peu la santé, puis on dit, on devrait s'appeler VITAM, pour être Vitam Aeternam, célébrer la vie, puis Centre de recherche en santé durable. Alors ça, c'est notre image. Et les activités du centre sont basées sur des conversations citoyennes. Alors, les citoyens et citoyennes comme vous, de tout âge, vous êtes partout. Je veux simplement saluer quelques-uns qui sont dans notre bureau de direction, mais il n'y a pas un comité. Il n'y a pas un comité à Vitam où il n'y a pas des citoyens et citoyennes autour de la table. Puis on dit toujours, l'utilisation d'acronymes, c'est interdit. Aucun acronyme. Il faut utiliser des mots que tout le monde comprend. Puis il n'y a aucune décision qui est prise sans qu'on n'ait pas ce dialogue-là avec les citoyens et les citoyennes. Puis je me rappellerai toujours, avant la création de Vitam, quand on avait notre nom de technocrate, là, on avait ici à l'Université Laval, peut-être qu'il y a des profs qui s'en rappellent, on avait eu pendant 5 ans une organisation qui s'appelle, elle existe encore, là, Alliance Santé Québec, où on m'avait demandé d'animer une réflexion sur le campus puis d'arriver avec une définition académique de la santé durable. On avait travaillé fort pendant 1 an et demi. On avait une définition académique de la santé durable. Puis je me rappellerai toujours, à l'époque, c'était le maire Régis Labaume qui était maire de Québec. Je suis parti avec ma petite valise. Monsieur le maire, regardez le travail qu'on a fait. Voici notre définition de la santé durable. Le maire Labaume, avec son franc-parler, Jean-Pierre, j'ai une espèce d'idée de ce que vous essayez de faire, mais je ne suis pas capable d'en parler. Donc, je suis reparti avec ma petite valise. Puis là, à Vitam, avec justement nos créatifs, avec les citoyens, on a dit, les principes de santé publique, on les comprend, OK? De développement durable, tout ça. Comment on pourrait arriver avec une définition beaucoup plus populiste de la santé durable? C'est celle-là. Un esprit sain, dans un corps sain, dans un milieu de vie, un environnement sain, sur une planète en santé. Quand je suis retourné voir le maire Labaume avec ça, il dit, là, Jean-Pierre, je suis capable d'en parler. Puis je n'ai pas besoin de vous dire, je vais en parler tantôt, qu'avec notre maire actuel, effectivement, à l'intérieur de la Ville de Québec aussi, la santé durable a une grande, grande place. Alors maintenant, quand je monte ça, je pose la question aux citoyens et citoyennes à la grandeur du Québec. Pensez-vous que dans nos écoles publiques au Québec, c'est une question que je pose, pensez-vous qu'on fait des esprits sains dans des corps sains? Je peux vous dire que la réponse est unanime. Il n'y a pas un Québécois, j'ai dû parler à 15-20 000 Québécois dans 60 conférences grand public gratuites à la grandeur du Québec. Il n'y a pas
Un Québécois au Québec qui m'a dit, dans nos écoles publiques, on fait des esprits saints dans des corps sains. Ben, si on ne fait pas ça, peut-être qu'il faudrait qu'on se lève collectivement puis qu'on exige que ça fasse partie de l'agenda politique. Dans un milieu de vie, un environnement sain, là, je veux saluer, je vais parler du maire Bruno Marchand tantôt, mais je veux saluer beaucoup de maires et mairesses au Québec qui n'ont pas de budget de santé publique. Mais ils ont compris, Dr. Depré, ouais, effectivement, nous autres, on peut faire beaucoup de choses pour donner à nos citoyens des environnements, des milieux de vie qui sont compatibles avec leur santé physique et psychologique. Puis je veux saluer ces maires, ces mairesses-là, qui sont largement en avance de nos élus provinciaux. Puis je ne fais pas de politique partisane, encore une fois, mais qui comprennent effectivement. Ils sont proches de la réalité de leurs citoyens. C'est à géométrie variable, vous allez me dire, à grandeur de la province, là, mais il y a beaucoup de maires, mairesses que je veux saluer. Puis si on fait tout ça, bien, on va peut-être sauver la planète. Puis là, bien, sauver la planète, l'expertise, c'est pas moi qui l'ai. C'est vous autres qui l'avez. Alors, face à ce constat-là, est-ce que je sers à quelque chose? J'ai décidé de lancer une bouteille à la mer, un livre. J'avais jamais écrit un livre grand public de ma vie. Moi, ce que j'écrivais, c'est des publications dans les revues médicales et scientifiques. Alors, je me suis fait un comité de lecture, puis j'ai dit, je veux niveau secondaire 3. De gens qui n'ont pas de diplôme de cégep. Comprenez-vous ce qui est écrit là-dedans? Puis alors, on a travaillé différentes versions des chapitres. Puis c'est un peu une bouteille, moi, que je lançais à la mer. Je l'ai appelée la Révolution active parce que j'espérais partir une petite révolution. Et le message, bien, vous l'avez entendu ce midi, c'est de la gestion de la maladie à la promotion de la santé. J'avais aucune espèce d'idée de la réponse du public. Bien, vous savez quoi? Il y a des milliers de bouteilles qui me reviennent. Puis ça vient pas des élus provinciaux, là. Ça vient de groupes communautaires, ça vient de bibliothèques municipales. Et je parle de quoi dans ce livre-là? Je parle de 4 signes vitaux du mode de vie. Puis là, c'est peut-être la partie où la boîte à outils que je veux vous donner aussi, parce que dans l'espoir que ça vous serve, je parle de 4 signes vitaux. Le tour de taille, évidemment. La condition cardio-respiratoire, je vais élaborer là-dessus. L'alimentation pour les nuls comme moi, vous savez, on travaille un petit peu trop, les profs, hein? Puis on est des passionnés. C'est pas un travail. Compter mes calories, j'ai une vie, là, je ne ferai pas ça. Absolument pas. Puis, je vais parler de l'activité physique. Alors, le tour de taille, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, Marie-Christine, dans son doctorat, avait souligné son importance. Alors, dans le livre, il y a une page où je montre comment faire son auto-mesure du tour de taille. Parce que là, vous allez être ahuris d'entendre ça. Les citoyens au Québec sont ahuris d'entendre ça. Un des commentaires que je recevais sur le tour de taille, ça n'a rien de montrer aux Québécois qu'ils ne seront pas capables de mesurer leur tour de taille. Ben oui, hein? Je vois des faces dans la salle qui font ça. Non, mais on prend un Québécois pour des imbéciles. On a fait une étude internationale, 6 000 patients. Ça traduit mon âge, il y a 20 ans. On avait envoyé une vidéo cassette. Ça traduit mon âge, là, pour montrer aux patients comment faire son auto-mesure du tour de taille. Puis après ça, on avait envoyé un professionnel de recherche pour mesurer 600 de ces 6 000 patients-là. Corrélation entre ce que les patients mesuraient et ce que le professionnel de recherche mesurait, 0,99. Vous êtes capable de mesurer le tour de taille si on vous montre comment le faire. Mais imaginez, on vous prend pour des imbéciles parce qu'on pense que vous n'êtes pas capable de faire votre auto-mesure du tour de taille. Je reviens là-dessus, profonde déception. Je vous disais au Québec, comment se fait-il que le tour de taille n'est pas mesuré de façon systématique? Bien, les Sud-Coréens, où je suis allé trop souvent, je m'excuse, j'ai pollué la planète, mais les Sud-Coréens, eux autres, ont adopté la mesure. Alors, il y a 23 millions de Sud-Coréens adultes pour lesquels ils ont des mesures systématiques du tour de taille. Puis qu'est-ce que vous pensez qu'ils trouvent en Corée du Sud? Les Sud-Coréens, ils sont plus petits que nous autres, mais plus leur tour de taille est élevé, indépendamment de leur poids, plus ils sont malades, plus ils meurent, plus ça coûte cher à l'État. Ils ont complètement embrassé cette notion-là. Puis en passant, le barbecue sud-coréen, c'est très bon. Alors, à quand une campagne nationale sur le tour de taille? Puis là, je peux vous dire que le feu est en train de prendre à la grandeur du Québec. Puis j'espère, c'est une mauvaise expression, évidemment, quand on est en foresterie. Hein. Mais j'avoue. Jean-Pierre, tu l'as échappé, celle-là. Mais les gens, à un moment donné, moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir quand un médecin de famille m'appelle. Hey, je me suis fait engueuler. Ma patiente me dit, hey, n'a pas mesuré mon tour de taille. Bien, c'est bon, tu mérites ça. Regarde, mesure-le. Condition cardio-respiratoire. Là, avec les années, on perd des bons amis à l'échelle internationale. Ça, c'était quelqu'un que j'appréciais énormément, le docteur Steve Blair. Steve Blair, qui est-il? Évidemment, les étudiants en kinésiologie, je leur dis, là, vous avez besoin de vous rappeler de ce nom-là toute votre vie. Si on est en foresterie, vous pouvez oublier son nom. Mais ce qu'il a fait, c'est que lui, il était le premier au monde. Il y avait une clinique privée à Dallas où on mesurait des employés de différentes entreprises, mais lui, il faisait un tapis roulant tout le monde. Puis il était le premier à montrer que les individus qui étaient dans le premier 20 là, de ces cohortes
parce qu'on les mettait sur le tapis roulant, puis après quelques minutes, ah, Dr. Blair, je suis plus capable. Bien, ces gens-là, quand on les comparait à ceux qui avaient une bonne condition cardio-respiratoire, pas des gens qui sont des Alex Harvey, là, une bonne condition cardio-respiratoire, le risque de développer une maladie du cœur, une maladie coronarienne, n'était pas augmenté de 2-3 fois. Ça, c'est le risque associé à faire d'un cholestérol plus élevé ou à faire de l'hypertension, à faire du diabète. Le risque était augmenté de 8 à 9 fois. Ça a été publié dans une revue, une autre qu'on connaît bien, le JAMA, le Journal of the American Medical Association. Ça a eu l'effet d'une bombe dans la communauté médicale et ça a été reçu avec scepticisme, c'est bien correct, c'est sain en sciences et scepticisme, mais là, je peux vous dire qu'il y a des centaines d'études qui montrent que le Dr. Blair avait raison. C'est pour ça, tantôt, quand je vous posais la question, êtes-vous en forme? S'il y a une chose que vous devriez savoir, c'est si votre condition, pas que vous avez une condition cardio-respiratoire qui va vous amener aux Olympiques, mais êtes-vous dans cette zone de déconditionné qui augmente substantiellement votre risque? Alors ça, c'est un signe vital, je le dis depuis longtemps, puis c'est simple. Regardez, quand je fais des conférences, là, à ce moment, ce qui me garde beaucoup occupé aussi, c'est les associations de personnes retraitées à grandeur du Québec. Puis je leur dis, regardez ce que vous avez. Puis c'est le fun ici, il y a de la place. Est-ce que je cours, là? Ben non, je ne cours pas. Ça, avec ça, vous vous sortez de la zone à risque. Les gens font, wow, personne ne nous a jamais dit ça. Ben oui, c'est pour ça que je vous le dis. Là, maintenant, j'enlève encore mon chapeau de proche, même mon chapeau de papa. Je l'ai dit, je suis un fier papa de 4. Puis là, je vais être un peu, hein, je vous l'avais dit la dernière fois, quand on s'est vu à Forêt-Montmorency, je pète ma coche. Dans toutes les écoles du Québec, puis les jeunes, qui a fait le test des BIP? Wow! C'est spectaculaire. Savez-vous que c'est un excellent test de terrain qui a été développé par un prof à l'Université de Montréal il y a longtemps, Luc Léger. Excellent test de terrain pour mesurer le déterminant numéro 1 de ce qui va vous arriver dans votre vie. Qu'est-ce qu'on fait de ces données-là au Québec? Poubelle. On ne peut pas le savoir. Ministère de l'Éducation, la santé, Dr. Després, ce n'est pas notre rayon. Oui, mon champion, c'est ton rayon. C'est ton rayon, comprenez? Parce que eux autres font ça, nous autres, on fait ça. Mais science à l'appui, par exemple, science à l'appui, je n'irai pas là-dedans ce midi parce qu'on pourrait faire toute une conférence là-dessus. On sait maintenant le temps d'activité physique modérée à vigoureuse qui contrecarre largement le temps d'écran. Faites 1 heure d'activité physique vigoureuse, puis allez faire ça dehors, en plein air, puis Dieu sait que vous allez avoir un milieu extraordinaire pour le faire, bien, vous contrecarrez les effets psychologiques de temps d'écran prolongé. Les Français, en marge des Olympiques, le président Macron a dit, ce test-là, on va le déployer en France. Ça a fait les manchettes. La France s'émeut de la méforme de ces jeunes. Ben, j'aimerais ça que le Québec ait des émotions par rapport à la méforme de ces jeunes aussi. Avec mon collègue Bob Ross de l'Université Queen's, on a écrit avec un comité, je reviens à l'American Heart Association, donc on a réuni un comité d'experts internationaux où on voyait ici ce qu'on dit, importance, ça c'est une brique, tous mes étudiants en kinésiologie, le diplôme d'études supérieures, je leur dis, ça il faut lire ça, où on dit que ça devrait être un signe vital mesuré en pratique clinique. Malheureusement, on ne le fait pas. C'est du beau bon, pas cher. Alors, 2 signes vitaux beaucoup plus importants que le poids. Dans mes conférences grand public, je dis, vous avez vu ce midi que l'obésité, ce n'est pas ce que vous pensez. Vous allez me faire une faveur. Vous allez prendre vos pèse-personnes, mettez-moi ça à la poubelle, puis à peu près au mois et demi, mesurez votre tour de taille, vous savez comment faire, puis faites ça. Si vous faites ça à tous les jours, le temps que vous allez voir, vous allez considérablement améliorer vos indicateurs de santé indépendamment de votre poids. J'ai entendu une fois un groupe de femmes qui étaient venues me voir parce que, encore une fois, je vais partout, où je t'ai invité, puis on dit, et là, on est contente, on s'est fait un club de marche, mais on ne perd pas de poids. Puis notre médecin nous a dit, je vous l'avais dit que perdre du poids, ce n'est pas l'exercice qui est bon, il faut vous mettre au régime. Bravo, mon champion. C'est parce que là, ils sont en train de prendre le meilleur médicament disponible en ce moment pour leur santé physique et mentale, puis parce que tu ne perds pas de poids, tu vas les mettre au régime. Comprenez l'écart qu'il y a entre la science disponible. La qualité nutritionnelle. Dans mon livre, il y a un chapitre sur l'alimentation pour des gens comme moi qui n'ont pas le temps de s'en préoccuper. Mais je dis souvent aux gens, vous savez, ça, ce n'est pas une poubelle. Puis je comprends que vous subissez le modèle socio-économique qui fabrique une alimentation hautement transformée. Puis ça goûte bon, là, c'est bon, là. Hein?
Et donc, ça vous incite à en manger parce qu'il y a des petites zones, des petits noyaux dans votre hypothalamus qui aiment ça, là. Les zones de la récompense. Hey, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, on en mange. Puis l'industrie le sait très, très bien. Alors, j'ai dit à la diététiste de mon équipe de recherche, Lucie, qu'on appelle affectueusement Lulu, tu vas me faire une image d'un plat de restauration rapide, hein, on ne les nommera pas, eux autres, là. Bon. Ben, vous voyez, vous avez un hamburger, vous avez des frites, puis vous avez une boisson gazeuse, 1100 calories, OK? Alors, j'ai dit à Lucie, tu vas me faire une assiette méditerranéenne, mais avec la même teneur en protéines, en lipides, puis en glucides, puis exactement le même nombre de calories. Regardez, ça fait 2 assiettes. Vous n'aurez jamais faim si vous mangez ça. Vous n'aurez pas faim. Parce qu'avoir faim, là, moi, si vous me mettez au régime, je ne suis plus votre ami. On ne se parle plus. J'aime bien trop manger, mais ça n'est pas une poubelle. Sauf que l'enjeu maintenant, vous allez voir pourquoi on attache ça à la santé durable. Ça, manger ça en bas, ça coûte plus cher. Au Québec, on a de l'eau propre, on a de l'électricité. J'en sais quelque chose parce que je suis un gentleman farmer, on en parlait tantôt. On a des terres immenses. On serait capable de produire, si on le décide collectivement, de faire manger tout le Québec, les pauvres, les riches, sainement. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut? C'est une décision qu'on a à prendre ensemble. C'est pas moi qui va décider. J'ai confiance dans l'intelligence collective du peuple québécois. L'activité physique, je vous amène à Cambridge. L'avantage d'être un prof, un vieux prof, on a des collaborateurs puis des amis un peu partout. J'adore aller à Cambridge. Ce que vous voyez là sur le campus, c'est des vaches. Et bien oui, c'est l'attraction touristique, hein, le faux pommier de Newton, en face du Trinity College. Ça, c'est le directeur du centre du MRC Epidemiology Unit, le centre d'épidémiologie le plus influent au monde. Et eux, ils suivent, ils ont la chance, puis ça, c'est le rêve pour nous, c'est le rêve pour le maire à Québec, de dire aux gens dans nos collectivités, on veut vous étudier, mais ces données-là, ils n'iront pas au gouvernement, parce que ce que j'entends partout, les gens n'ont pas confiance dans le gouvernement. Mais on pourrait, nous, les académiques, colliger ces données-là, vous mettre sur le bureau de direction de ces études-là où, ensemble, on s'étudie, hein, une espèce d'écosystème apprenant. Ils l'ont fait, eux, à Cambridge, dans le comté de Norfolk. Puis là, je vais vous montrer des données très, très éloquentes. En fait, ça aurait dû paraître dans un des grands journaux de médecine, tellement que les données sont puissantes. Alors ça, c'est 10 000 personnes du comté de Norfolk qui ont été suivies pendant plus de 10 ans. Puis qu'est-ce que vous avez ici? Les petites barres noires, là, ça, c'est le risque de maladies coronariennes dans le suivi de 10 ans chez les hommes inactifs, les barres noires, et les femmes qui ont des tours de taille élevés, OK, qui ont de l'obésité abdominale. Sauf qu'à Cambridge, comme on mesure le niveau d'activité physique, on est capable de les classer de inactifs à physiquement actifs. Gardez chez ceux qui ont des tours de taille élevés, qui ont de l'obésité abdominale, mais qui sont physiquement actifs, regardez la réduction dans l'incidence des événements cardiaques. Diminution de 50 chez l'homme, 100 chez la femme. Ces hommes-là et ces femmes-là ont des tours de taille élevés, mais ils sont très actifs physiquement. Ça, c'est la preuve qu'encore une fois, l'activité physique en soi, indépendamment de la perte de poids ou de la réduction du tour de taille, confère de la cardioprotection. Alors, c'est beaucoup plus important, puis ça n'a rien à voir avec la perte de poids. Maintenant, moi, en vieillissant, aujourd'hui, puis là, je l'avais raconté lorsque j'avais été rencontrer certains d'entre vous à Forêt-Montmorency, si je m'écrase ce midi, là, avec un événement cardiaque, vous allez sortir vos cellulaires, pas loin de l'UCPQ, je vais me ramasser là, dans une demi-heure, 3/4 d'heure, ils vont me passer un cathéter, ils vont dire, Jean-Pierre, tu as une coupe de bouchée, on va te déboucher ça, les symptômes vont disparaître. Mais en vieillissant, savez-vous ce qui me fait peur? C'est ça. Ça, avec l'âge, science à l'appui, ça ratatine. Ça décline sur le plan... Science à l'appui, là, je ne suis pas en train de vous conter des histoires. Et la meilleure façon de protéger votre cerveau contre le déclin cognitif, c'est de bouger. J'ai eu le plaisir d'être invité par le professeur Irish Shai à Tel Aviv, qui a la plus grosse équipe de nutrition en Israël. Ça fait déjà une dizaine d'années de ça. Puis eux suivent par imagerie des centaines de personnes qui sont scannées comme nous, là, des orteils au cerveau. Et elle vient de rapporter, c'est tout récent, là. Regardez, j'ai mars, ça vient d'être publié en mars, que comme ils suivent de façon longitudinale des hommes et des femmes, ceux et celles qui, par leur alimentation et leur niveau d'activité physique, sont capables de maintenir des niveaux faibles d'adiposité viscérale, ça protège leur cerveau
contre la diminution de la taille et le déclin cognitif. C'est absolument formidable et ça n'a rien à voir avec le poids et la perte de poids. Ça, je peux vous dire que le vieux prof qui vous parle, il allume quand il voit des choses comme ça. Fait que M. Dubé, le budget en santé, il est intenable. Ben, si vous saviez pendant combien d'années on a essayé de convaincre le ministère d'investir dans des approches préventives, on n'y est jamais arrivé. En passant, j'étais dans cette salle-ci vendredi après-midi dernier parce que le staff du Grand Défi Pierre Lavoie tenait leur retraite annuelle, puis j'ai fait exactement la même conférence dans cette pièce-là. Je veux leur rendre hommage. On collabore avec eux depuis 15 ans. Et grâce à un don d'une fondation, on a transformé un autobus en unité mobile où les signes vitaux du mode de vie que je vous ai parlé ce midi, on les mesure là-dedans. Alors, très, très rapidement, je veux rendre hommage encore une fois parce que c'est le travail. Vous avez l'intérieur de l'unité mobile. Là. Vous voyez ici, on a des robots auto-analyseurs qui sont utilisés dans la station spatiale pour doser des cholestérols, des profils lipidiques, des profils sanguins dans la station spatiale. On a les mêmes petits auto-analyseurs. Et donc, ce qu'on fait ici, l'employé entre, on l'assoit dans un fauteuil confortable, on lui donne une tablette, il remplit des questionnaires standardisés qu'on a utilisés suite à des recommandations de nos collègues à Harvard et à Cambridge, justement. On fait un prélèvement sanguin, on mesure la tension artérielle, on mesure les tours de taille, la composition corporelle. Puis la partie préférée de l'unité mobile, ben, c'est la remorque où on fait un petit tapis roulant, ce n'est pas un test d'effort maximal, où on mesure la condition cardio-respiratoire. Après 1 heure, vous avez votre évaluation complète. Mais là, vous avez de l'information sur vos signes vitaux du mode de vie. Et ça, ben, on a maintenant une cohorte de 6 000 travailleurs et on a montré qu'on réduit le pourcentage des travailleurs avec l'hypertension de 50 Il y a des gens qui ne savaient pas qu'il y avait un diabète de type 2, qui 3 mois plus tard, quand on les revoit, ils n'ont plus de diabète de type 2. Les tours de taille diminuent de 4 cm. Tout ça, c'est publié. Puis ça, ben, quand on arrive au ministère et on leur montre ces résultats-là, c'est ça. Absence de réaction, absence de réponse. Je vais aller vite. Et en ce moment, on est pas mal fiers parce que l'unité mobile, vous la voyez peut-être, là, elle est sur le campus pour mesurer des employés de l'université. Alors, est-ce qu'on peut finalement, le message que je veux vous livrer, c'est quand on parle de santé, bien, on faudra peut-être changer le focus. Puis, on a publié une lettre ouverte il y a quelques semaines où on proposait d'arrêter de confondre santé et soins. Puis là, je veux vous raconter une histoire parce que les gens sont sidérés d'apprendre ça. Quand j'ai publié ce livre-là, je l'ai envoyé au premier ministre, je l'ai envoyé aux ministres, différents ministres. Je l'ai envoyé à ce monsieur-là. Et il faut quand même que je reconnaisse que le ministre Legault, premier ministre, a pris la peine, c'est son cabinet qui m'a écrit une lettre, là, puis il a écrit un petit mot dans la marge pour dire, regarde, c'est mon cabinet qui te répond, là, mais regarde, merci, Dr. Després, de contribuer à blablabla. Alors, il y a quand même eu cette gentillesse-là. Tous les autres ministères, une feuille photocopiée, un accusé-réception du secrétariat d'État. Aucun autre ministre a pris la peine, ne serait-ce que respectueusement dire merci. Je lui ai envoyé un livre gratis en passant. Ça, là, c'est pareil. Je sais que je suis filmé là, aujourd'hui, là. 2 fois, c'est pareil. Je peux vous dire que le peuple québécois, quand ils apprennent ça, là, ils disent, mais on est mené par qui? On est mené par qui? Il y a une personne qui a pris le téléphone, qui a eu la gentillesse de m'appeler. Dr. Després, Bruno Marchand, maire de Québec. Hey, merci de m'avoir envoyé une copie du livre. Je l'ai parcouru rapidement. Là. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Qu'est-ce que je peux faire pour aider? J'ai dit, monsieur le maire, vous n'avez pas de budget de santé publique. Là. Vous n'avez pas de budget pour faire ça. Mais j'ai dit, vous savez, le livre il coûte 35 $, je ne fais pas un sou avec. Pensez-vous que dans Basseville, les gens qui n'ont pas les moyens de se payer des fruits et des légumes vont avoir les moyens de payer 35 $ pour ce livre-là? Et il dit, d'accord. Je vais le rendre disponible dans les 26 bibliothèques municipales de la Ville de Québec. Allez n'importe où dans les bibliothèques municipales de la Ville de Québec, vous allez trouver le livre en plusieurs copies. Il y a une liste d'attente. Le livre est en circulation. Puis il dit, seriez-vous disponible à rencontrer les gens? Faites, ah, oui, monsieur le maire, je vais aller au-devant d'eux. Ça fait que ça, c'est énormément de satisfaction. Ils entendent exactement ce que vous avez entendu ce midi. Puis ça, ben, ça s'est su. Ça, je vous disais tantôt, les maires, les mairesses, ça, le vieux prof qui vous parle ce midi, ça le garde pas mal occupé. J'avais encore une fois un appel conférence ce matin pour planifier des conférences grand public en Outaouais. Je vais aller en Gaspésie, je vais aller sur la Côte-Nord, je vais aller partout. Pas pour dire aux gens quoi faire. Puis j'espère que vous avez compris de moi ce midi avec beaucoup d'humilité que je ne suis pas venu vous dire on devrait faire ci, on devrait faire ça. Non, non, non. Bien humblement, je viens vous raconter l'histoire d'un vieux prof qui a fait de la recherche puis qui se pose encore des questions
ça va-tu servir à quelque chose? Imaginez, Monsieur le maire, il m'a emmené à l'OMS à Genève. On a rencontré la direction de l'Organisation mondiale de la santé qui ont dit « Continuez, Monsieur le maire, là, ce que vous faites là, c'est de la démocratisation de la santé publique parce que nous, on publie des rapports, mais si les gouvernements ne les adoptent pas, ça ne donne pas grand-chose. » Je vais avancer là. En terminant, encore une fois, j'espère que ce que vous avez entendu de moi ce midi vous fait réaliser que le volet d'expertise que vous avez peut faire œuvre utile dans ce grand ensemble-là, parce qu'on le sait maintenant que l'exposition à la nature, justement avec les techniques d'imagerie que je vous parlais, vous savez, ça en haut, c'est une boîte noire, là. Quand j'étais au bac comme vous autres, c'est une boîte noire. Mais maintenant, avec les études d'imagerie fonctionnelle, on sait très, très bien que faire de l'activité physique dans la nature affecte des zones du cerveau de façon très, très spectaculaire. Puis il y a même une excellente revue, pour ceux qui s'intéressent, vous allez l'avoir d'enregistrer sur la réponse du cerveau, tant au niveau d'imagerie fonctionnelle, de l'impact psychologique favorable de l'exposition à la nature. Alors, il y a de très beaux articles là-dessus maintenant parce que moi, si j'avais à refaire mon doctorat, c'est carrément là-dessus que je le ferais. Donc, je vais partout au Québec, comme je vous disais, pour raconter l'histoire. J'achève, là, puis je veux simplement vous dire, ben là, Després, il en met un peu, il beurre épais, là. Regardez, c'est ça qui se passe au Québec. Les Québécois, ils sont prêts à lever la main. Et maintenant, il faut trouver un moyen que ça devienne un pouvoir d'influence sur le plan politique. Puis je vais terminer là-dessus. Le 6 avril 2024, on a eu la chance d'avoir accès à l'Agora. On peut proposer des sujets de conférence. Fait qu'on a proposé une conférence sur la santé durable à l'Agora. C'était un beau samedi après-midi, premier samedi du mois d'avril. Il faisait un beau soleil. On s'est dit, il n'y aura pas un chat. Bien, il est venu du monde. Puis au moment où je présentais l'histoire du livre, bien, il y a des papas et des mamans qui avaient une petite pancarte verte, puis je n'étais pas capable de la lire. Fait qu'il y a une petite cocotte de 8 ans qui a pris la pancarte de son papa, puis qui est venu m'amener. Tiens, monsieur, c'est pour toi. Oui, ma cocotte, le vieux monsieur, il va continuer à travailler fort. J'espère, pour te laisser le Québec que tu mérites d'avoir. Hey, vous avez été très patient avec moi ce midi. Merci beaucoup. Ça va, moi, je vais te le donner. Je peux le redonner après. Merci, Jean-Pierre. C'est vraiment apprécié. Écoute, je ne veux pas prendre trop de temps, mais pourrais-tu élaborer aussi sur le message que tu souhaitais sur tes objectifs en venant particulièrement ici? Oui. Et évidemment, vous aurez compris, je me suis adressé à vous avec beaucoup d'humilité. Ce n'est pas un discours moralisateur. Je me fais vieux, je me pose des questions sur l'utilité de tout ce savoir-là qui devrait être mis à la disposition de la population québécoise. Mais l'avenir, c'est vous autres. Puis, comme collectif d'étudiants, c'est drôle parce que j'étais en territoire, je racontais ça, j'étais en territoire ennemi la semaine passée, j'étais au CEPSUM de l'Université de Montréal. Puis là, je ne vais pas vous dire que la salle était bleue, hein, c'était carabin mur à mur. Mais ça a la même réaction. Les étudiants comprennent, ouais, on peut se mobiliser. Imaginez la force que vous représentez sur le campus. Puis le fait que vous ne soyez pas en médecine, c'est d'autant plus significatif. Imaginez si vous parlez à d'autres associations étudiantes, puis dire, hey, on aurait le goût de réfléchir ensemble pour envoyer un message haut et fort qu'il y a un Québec à bâtir, puis dans tous les domaines d'activité, hein, que ce soit dans le milieu économique, de l'art, de la culture, sciences politiques, marketing, partout. Hein? Vous avez vu que si on veut collectivement reconstruire notre nous, on a besoin de réfléchir ensemble. Puis moi, je suis tellement, je vous l'ai dit, c'est pour ça que je voulais rendre hommage à mes anciens étudiants au début. Vous êtes des diamants bruts. Puis c'est vous autres qui allez bâtir le Québec. Puis je voulais juste donc vous livrer bien humblement ce message-là. Puis si vous avez besoin du vieux prof de temps en temps pour venir dire la science est là, la science est là.
Ça, vous pouvez compter sur moi. Puis c'est ce que je dis partout dans les régions au Québec où je vais. Vous écoutez, je vais revenir, là, je vais répondre présent si vous avez besoin d'appui pour dire non, je ne vous laisserai pas dire n'importe quoi. Je parle de ceux qui pourraient être les sceptiques et qui veulent vous rabaisser la pertinence de votre intervention. Il n'y a personne en ce moment, je pense, qui a des leçons à vous donner sur le Québec qui sont en train de... Puis ça, je ne fais pas de politique partisane. Il n'y a personne, je pense, qui peut faire la leçon sur le Québec que vous avez le droit de bâtir. Fait que c'est un peu ça. C'est un peu ça. Vous pourrez toujours compter sur moi. Puis je vous l'ai dit tantôt, merci. Je veux juste vous remercier d'avoir écouté l'histoire. Parce que, encore une fois, moi, j'ai totalement confiance dans votre capacité à bâtir un monde meilleur. Ça a l'air très rouge bonbon, cette affaire-là, mais je le crois profondément. Là. Merci, Jean-Pierre. En fait, moi, je connais beaucoup les valeurs qui animent nos étudiants. Puis je suis certain que puis les employés aussi de la faculté, je suis certain que tu viens nous toucher. Je raconte toujours la même anecdote quand on se voit, mais quand j'ai commencé, moi, à l'Université Laval, on est dans les souvenirs, en 1994, il y avait 2 pavillons je sortais du cégep Sainte-Foy, comme toi. Je ne sais pas si tu te souviens quelle odeur qu'on avait quand on sortait du cégep, mais on sentait la cigarette beaucoup. Il y avait 2 seuls pavillons dans lesquels c'était non-fumeur. C'était le PEPS puis le pavillon Abitibi-Price. Cougar n'existait pas encore. Et déjà, on voyait là, qu'on était un peu en avance. Puis l'idée, encore une fois, c'est de dire, OK, comment on peut amener justement nos sciences plus environnementales, forestières, puis venir conjuguer les efforts. De manière, je dirais, concrète pour la forêt Montmorency, ce qu'on est en train de faire, c'est de vouloir amener ce concept-là de santé durable vraiment dans la plateforme qu'on veut développer là. Mais ça, c'est juste une petite partie. Puis là, la suite, en fait, je pense que c'est ça beaucoup ton message, Jean-Pierre, je vais te passer le micro pour terminer. Mais la suite, on aimerait ça que ça vous appartienne puis que ça vienne de vous, de notre communauté facultaire. Tu as tout dit. Quoi dire après ça? Parfait. Je ne sais pas si on vient de dépasser notre temps. Je ne sais pas si vous voulez parler un petit peu à Jean-Pierre. Tu restes encore quelques minutes? Je vais me rendre disponible s'il y en a qui veulent jaser un petit peu. Il reste encore quelques pizzas. D'ailleurs, c'est ça. On a pris la pizza VG. Puis Jean-Pierre nous a assuré qu'on a vérifié le menu avec Jean-Pierre d'abord. C'était correct. Pas tant que c'est quand on est en forme, on peut se permettre, ça a l'air de temps en temps, des choses comme ça. Puis je vais terminer en ajoutant qu'évidemment, tout ce que tu racontes, moi, je peux me mettre à je suis pas aussi, disons que je suis à une étape de ma carrière où je vois, certaines erreurs, certains des changements dont tu parles. Donc, moi, personnellement, ça me touche beaucoup aussi, évidemment. Puis ça m'amène à reconsidérer plein de choses. Et ça fait partie de la raison pour laquelle on tient l'événement aujourd'hui ici, mais aussi pour laquelle on souhaite que la forêt Montmorency devienne plus que l'histoire des forestiers, mais qu'elle devienne vraiment une plateforme en santé durable.